Bonjour tout le monde et bienvenue sur la Panzer Division Aéro. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier épisode sur mon projet du Panzer la Grasshopper. Appelé par les Alliés la sauterelle, ce char avait la particularité de pouvoir retirer sa tourelle à l'aide d'une grue intégrée au châssis. Si vous n'avez pas vu le montage et la peinture, je vous invite à regarder les épisodes 1 et 2. Cette vidéo va être consacrée à la réalisation du diorama. Pour rappeler le contexte de l'engin, suite à son abandon, le prototype a été mis quelque part en Allemagne avant qu'il soit découvert par les Alliés à la fin de la guerre et rapatrié aux États-Unis. Dans cet épisode, nous verrons ensemble la réalisation en scratch et mur et la création de dalles de béton pour finir sur la peinture et le vieillissement dans une ambiance d'un site industriel abandonné. Pour m'aider à la conception du diorama, j'ai passé pas mal de temps sur internet pour chercher des photos de sites et de hangars industriels abandonnés pour trouver des idées et de l'inspiration pour mon projet. Je me suis rendu compte que les bâtiments se ressemblaient plus ou moins au niveau architectural. Des poutres en métal abîmées par le temps avec l'apparition de la rouille, des briques de différentes nuances de couleurs, des fenêtres cassées ou abîmées et un sol jonché de traces de saleté et de pièces abandonnées. J'ai également passé du temps à rechercher des plans et des dessins industriels de hangars pour me donner une idée sur les dimensions à reproduire, déterminer les hauteurs et les largeurs pour rester cohérent par rapport à mon projet, ne pas faire quelque chose qui serait disproportionné. Puis j'ai utilisé un convertisseur d'échelle en ligne pour mes calculs de dimension. Ici un exemple, pour un bâtiment de hauteur de 4 mètres dans la réalité, on se retrouve à l'échelle 1/35 à une hauteur de 12 cm. Je vais également m'inspirer du travail que j'avais déjà effectué lors de mon dernier diorama pour le concours Plastic Dream, le groupe Build numéro 10, qui représentait un atelier de maintenance d'un Panzer. Pour la réalisation du diorama, je vais utiliser des choses assez simples. La base va être un socle en bois. Je dispose toujours d'un stock pour mes différents projets. On en trouve de toutes les tailles et de toutes les sortes chez des revendeurs spécialisés ou chez nos fournisseurs de maquettes. Je fais même parfois de la récupération comme ici un socle d'agenda de bureau. Pour la structure des poutres, je vais utiliser des profils de chez Evergreen. C'est la référence pour le matériel de scratch. Ils disposent d'un catalogue vraiment très large pour réaliser quasiment tout ce qu'on souhaite et sont distribués par la plupart des revendeurs. Les briques viennent de mon ami Sébastien du club Plastic Dream. C'est très facile à réaliser, vous avez besoin d'un moule avec de la résine acrylique. Si vous voulez à la facilité, il y a différents fabricants qui proposent des briques déjà toutes faites. Ça va dépendre de la dimension de votre projet et du nombre de briques que vous avez besoin et aussi de votre budget. Je vais utiliser un kit de la gamme RT Diorama, des pièces en impression 3D. Le produit que j'ai trouvé propose des lampes industrielles avec les attaches des câbles électriques, les connecteurs, des interrupteurs et les coffrets électriques. Je compléterai avec d'autres accessoires issus de ma boîte à rabio. Je commence le diorama par le sol avec ces dalles de béton. J'ai choisi un socle de format rectangulaire, ni trop grand ni trop petit, pour accueillir le char positionné en baie. Ainsi, je vais éviter de l'aligner contre un mur et orienter la vue du spectateur sur un autre angle. Je ne veux pas non plus laisser trop de place ou de grandes zones de vide qui seraient à combler avec une multitude d'accessoires, mais plutôt quelque chose de rationalisé pour concentrer le regard sur la maquette. J'utilise un produit acrylique dédié pour les décors. Il s'agit d'une texture de béton de couleur grise. C'est un produit très confortable car il est prêt à l'emploi. Malheureusement, dans ce cas de figure, on remarque qu'il est très granuleux, similaire à ce qu'on peut retrouver au niveau des bétons pour les bunkers, les blocos du mur de l'Atlantique par exemple. Pour atténuer cet effet et obtenir quelque chose de beaucoup plus lisse, je vais passer le produit à travers un entonnoir muni d'une trémie. En utilisant ma trémie pour ôter les gros grains, je vais filtrer le produit et l'appliquer directement sur le socle en bois. Je vous conseille d'utiliser un vieux pinceau pour cette opération. Ensuite, j'utilise un pinceau plat pour répartir de façon uniforme notre texture de béton. Il faut 2 couches, de préférence une horizontale et une autre verticale pour recouvrir de façon uniforme notre socle. Avec du ruban de masquage fin, je vais faire le quadrillage pour représenter les dalles de béton. Puis j'utilise de nouveau le même procédé. Je passe le produit à travers mes trémies que j'applique à l'aide d'un pinceau plat. Vous pouvez voir ici sur le résultat nos dalles de béton. Avec un outil à graver, je vais représenter les fissures en m'aidant de photographies. Je le fais immédiatement avant que le produit sèche. C'est plus facile d'enlever de la matière qui est encore humide et on n'a pas besoin de forcer. Je laisse sécher 24 heures avant de poursuivre mon travail du sol. J'utilise une éponge abrasive de chez Tamiya avec un grain moyen de 1500. Je ponce la texture avec de l'eau, ce qui va permettre de faire fondre le produit et éliminer le reste de l'aspect rugueux qui reste perceptible au toucher et adoucir l'effet pour se rapprocher d'une dalle de béton usée. Ce travail va également atténuer les gravures que j'ai faites pour représenter les traces de fracture
et d'usure des dalles de béton. Je termine le travail avec une éponge à grains doux de chez Hamo pour une finition propre. On va commencer la peinture par un travail de pré-ombrage directement sur notre texture de béton. Je vais utiliser un apprêt noir de chez Hamo. Je passe chaque ligne de structure et les fissures avec l'aérographe. Je fais des traits plus ou moins irréguliers en reculant et en approchant la buse pour éviter que ce soit trop uniforme et que chaque dalle soit différente des unes par rapport aux autres. Vous voyez également encore des traces d'irrégularité sur la texture. Avec les différents produits de vieillissement et le vernis, cet effet va s'estomper naturellement. Pour la couleur de base, je me suis rapproché de la teinte la plus proche par rapport au produit initialement utilisé. Je prends des couleurs du set de modulation Gris Panzer et je choisis la teinte de base que je dilue à 50%. J'applique la peinture en faisant plusieurs passages fins pour faire ressortir mon travail de pré-ombrage. Un conseil, pensez à masquer les rebords de votre socle en bois. Pour ma part, ils seront traités d'une autre manière un peu plus tard. Pour terminer, j'utilise une couleur gris clair pour éclaircir la couleur de base. Je travaille chaque centre de la zone entre les lignes de pré-ombrage de manière aléatoire en jouant sur la distance entre mon aérographe et le socle pour donner des effets plus ou moins contrastés à ma peinture. Toujours pour différencier chaque dalle et éviter de faire un sol trop uniforme. Je vais faire un mélange de différentes huiles pour arriver à la teinte que je souhaite. J'utilise les oil brocheurs car ils sont prêts à l'usage. Vous n'avez pas besoin de décharger sur un carton l'huile de lin par rapport au produit en tube. Je vais ainsi réaliser une couleur personnalisée qui va correspondre mieux à la couleur béton. Ce filtre va permettre d'unifier les zones de transition avec mes différentes tonalités de peinture effectuées avant. Je l'applique directement avec un pinceau plat. Comme vous pouvez le voir ici, la différence entre une zone traitée par rapport à une autre qui ne l'est pas. Avec une autre huile, ici la couleur Starship Bay, je vais simuler les traces de saleté qui se sont accumulées dans les fissures et les jonctions entre les dalles. Je mélange le produit avec du diluant sans odeur pour réaliser mon propre lavis. A l'aide d'un pinceau à poil long, je l'applique dans les fissures et les rainures, puis je laisse sécher 10 minutes avant de retirer le surplus avec une simple éponge à maquillage. Pour simuler la poussière qui s'est déposée sur le sol, je vais commencer par un passage à l'aérographe avec le produit de la gamme Nature et Faite Curse Soil, le même que j'ai déjà utilisé pour l'empoussiérage du bas de caisse du char. Je l'applique de manière aléatoire sur les dalles de béton pour éviter de faire quelque chose d'uniforme. Je continue ensuite en faisant des projections pour simuler la saleté et les traces de graisse et de carburant sur le sol. J'utilise les produits Enjoy Oil et Enjoy Fresh avec un lavis noir. Je termine avec des pigments de la gamme Rebel et Factory Dirt que je répartis de manière aléatoire, puis je me concentre avec une couleur beaucoup plus claire, Africa Dust, sur les fissures. J'efface et j'atténue les effets avec une éponge à maquillage. Le résultat vous donne une ambiance de sol d'usine avec des traces de poussière et de saleté. Nous en avons terminé pour le sol pour le moment. Les dernières finitions interviendront lors de la mise en place finale. Un conseil que je vous donne, c'est de toujours faire un plan, un croquis de votre projet pour schématiser vos idées. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple pour la suite car vous savez où vous allez aller et vous avez un document de référence pour votre projet. Ici, j'ai volontairement fait que 2 murs. Je ne veux pas emprisonner le char et j'ai laissé 12 ouvertures qui correspondent aux portes pour qu'on puisse regarder sur différents angles et accéder aux détails. Pour la structure, c'est assez simple. Je vais utiliser du carton fin où je vais venir dessiner les plans de mon projet, toujours réduit à l'échelle, en me basant sur des plans de bâtiments existants. Et je vais découper avec une massico des profils de chez Evergreen. Je vais ensuite les coller à la cyano. Privilégiez une cyano à séchage lent pour pouvoir vraiment ajuster les profils par rapport à vos traits sur le dessin. Puis je vais utiliser de la colle blanche que je vais mélanger avec de l'eau et je vais venir remplir de briques. Je vais en faire de différentes tailles que je vais placer de façon alternée. Alors c'est un travail qui est très long et très fastidieux, sachant que j'ai fait le recto et le verso. Mais honnêtement, quand on est sur un stand lors d'une exposition de maquettes, ça fait passer le temps. Pour terminer l'assemblage des murs, je vais utiliser des baguettes de bois. Elles vont me permettre de représenter le cadre des portes et de faire des finitions propres. Également, elle va cacher la multitude de couches des profils Evergreen qu'on voit sur la tranche et rectifier le mur. Parce que malgré que je l'ai fait sécher entre 2 livres, il a légèrement voilé. Donc ça va me permettre de le remettre droit. Pour faire les détails sur mon mur, j'utilise des écrous et des boulons de la gamme issue de chez Meng. Je les dispose sur la poutripène au-dessus de la grande porte et les autres au-dessus de la fenêtre.
Les profilés en hache laissent un espace creux où je viens insérer 2 tiges de laiton tout le long pour créer 2 points de fixation solides avec mon socle que j'aurai plus qu'à percer. Les briques sont fabriquées à partir de colle à carrelage. Elles sont donc très poreuses et très absorbantes, ce qui va rendre difficile la peinture. Pour pallier à ce problème, j'utilise un plastique acrylique qui va imperméabiliser mes briques. Il suffit juste de l'appliquer au pinceau et de laisser sécher 24 heures. Sur du papier millimétré, je dessine à l'échelle et en prenant compte de l'emplacement que j'ai laissé dans le mur, le cadre et la fenêtre. Je les réalise ensuite à partir de profils evergreen. À la fin, je rajouterai du papier transparent pour représenter les vitres abîmées ou cassées. Je fais le rebord en métal avec des plaques de laiton. Je choisis la bonne épaisseur que je découpe à la dimension souhaitée et j'utilise ma plieuse à photodécoupe pour la mettre en forme avant de l'installer. Je commence la peinture des murs par un après. J'utilise la couleur gris qui est la couleur la plus adéquate par rapport à la teinte rouge que je vais utiliser par la suite pour les briques. Je l'applique généreusement en plusieurs couches pour couvrir de façon uniforme l'intégralité de mes 2 murs. Pour peindre les briques, j'utilise la couleur Rod Brown qui est la teinte la plus réaliste pour mon mur. Elle s'applique très bien sur notre après en gris. La couche de plasticor prouve son efficacité. La peinture n'est pas absorbée. J'utilise du ruban de masquage qu'on trouve dans les grandes surfaces de bricolage. J'évite de prendre un produit qui a une forte adhérence, c'est pour éviter d'arracher la peinture quand je vais le retirer au niveau de mes briques. Je cache l'intégralité des parties que je ne souhaite pas peindre et j'utilise une couleur bois clair pour la structure métallique. Sur la base d'un vernis pour protéger mon travail, j'utilise un filtre brun destiné au jaune allemand qui va donner mon premier effet de vieillissement à ma structure métallique que j'ai peint précédemment. Pour éviter d'avoir un mur uniforme, je vais utiliser 4 couleurs acryliques pour faire différentes tonalités. J'utilise la couleur rouge, Shadow Rust, Medium Rust et Light Rust et je vais peindre de façon aléatoire en évitant de rapprocher les couleurs. Pour représenter les joints entre les briques, je vais utiliser un produit qui a la même consistance et la même texture que les mortiers. Je lui donne une teinte un peu usée en y rajoutant une couleur acrylique, un gris clair. Il faut appliquer le produit généreusement, j'utilise un pinceau assez large et je laisse sécher quelques minutes. Avec une simple lingette nettoyante à base d'eau, j'enlève l'excédent. J'utilise les produits de la gamme Microscale pour appliquer une décalcomanie qui me restait de mon précédent projet. Elle s'intitule Rauschen Verboten, ce qui signifie en français interdiction de fumer. Ce genre de consigne qu'on retrouvait souvent dans les hangars et sites industriels. Je continue le travail d'usure de la structure métallique avec la couleur shipping que j'applique avec la technique de l'éponge. Je me concentre le long des arêtes pour simuler les premières traces de rouille sur l'extérieur des poutres. Je termine avec une reprise au pinceau fin de façon aléatoire. Pour terminer le travail d'usure de la structure métallique, j'utilise un lavis Light Rust que j'applique sur mes éraillures. Une fois le produit sec au toucher, j'estompe avec un pinceau imbibé de diluant. Pour terminer ce travail d'usure, j'utilise un crayon avec une mine très fine, type Critérium, pour passer sur les arêtes des différentes parties de la structure métallique. Je solde définitivement ce travail en passant un vernis mat de la gamme de chez VMS. Les différents accessoires que je vais utiliser dans le diorama sont peints et vieillis avec les mêmes procédés, toujours dans l'état d'esprit d'une usine abandonnée. Je fais des recherches sur internet pour trouver des affiches et des journaux d'époque. À l'aide de Photoshop, je les réduis à la bonne échelle. On retrouve souvent ce genre de documents sur les murs et les journaux abandonnés sur les sols des usines. Pour les câbles électriques, j'utilise tout simplement du fil de soudure que je peins en noir. C'est un produit qui reste assez rigide et qu'on peut mettre facilement en forme par rapport à des tiges en laiton. Pour m'aider au positionnement des différents éléments électriques, j'utilise une figurine comme point de repère pour être à la bonne hauteur et rester cohérent dans la mise en place des différents éléments. Les éléments de la gamme RT Diorama permettent de rajouter des détails qui s'intègrent parfaitement à notre ambiance qu'on souhaite recréer. Je reproduis la même chose sur l'autre mur avec l'ajout d'un interrupteur. Les accessoires sont collés et sont intégrés au diorama. Vous remarquez sur le fût un plan type blueprint de notre engin qui va malheureusement finir au hangar jusqu'à la fin de la guerre. Je dépose quelques pigments Factory et Rubble pour faire une liaison entre le sol et les différents accessoires. Je termine avec quelques poussières de gravat que j'avais récupérées sur un chantier de démolition. Notre petite sauterelle prend place dans sa dernière demeure, comme on peut l'imaginer,
Il sera découvert par les Alliés à la fin de la guerre, comme tant d'autres projets atypiques de la part des ingénieurs allemands. Merci d'avoir suivi ce montage. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour découvrir de nouvelles vidéos. Merci à vous, à bientôt et maquettez bien.